Il y a eu beaucoup de moments décisifs dans l'entreprise où on s'est dit d'accord, si on fait ça, on sera ici ou on accomplira ceci. Et tu veux que tout soit la solution miracle, n'est-ce pas? C'est comme on va passer dans Shark Tank et puis boum, on est lancé pour de bon. Mais en réalité, ces choses-là n'existent pas vraiment. Chaque chose est une étape vers la suivante. Même quand on est entré chez CVS, on s'est dit, tu sais, on va entrer chez CVS, et puis boum, tu sais, on va tripler la taille de l'entreprise, ou peu importe ce qui arriverait ensuite. Non, en fait, on est entré chez CVS, on a bien vendu, puis tu continues, mais c'est là que le vrai travail commence. Et tu vas adorer cette interview avec John Shanahan, cofondateur et directeur marketing de Strix. Nous parlons de toutes les opportunités du marché des cosmétiques et des soins pour hommes, de son expérience à l'émission Shark Tank où il a conclu un accord et des leçons qu'il a tirées de son parcours en tant que YouTuber pour les appliquer à la vente directe aux consommateurs. John Shanahan, content de te revoir chez Aaron Watson. Merci, heureux d'être à nouveau invité. Oui, les rares privilégiés. On devrait publier une liste qui va avec ça des personnes qu'on voulait faire revenir. Et parfois, c'est comme allons plus en profondeur sur le même sujet. Et dans de rares cas, c'est comme une toute nouvelle aventure distincte. La dernière fois, on a parlé de ta chaîne YouTube, de Cavalier. En gros, à peu près à cette époque-là, tu as cofondé une nouvelle entreprise, Strex. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou ne t'ont pas vu récemment dans Shark Tank, peux-tu présenter l'entreprise, sa mission et les projets actuels? Bien sûr, je dirige toujours The Cavalier, c'est un peu la base de tout ce que je fais, et c'est ça qui m'a permis d'en arriver là. On avait évoqué quand j'ai quitté mon travail pour créer du contenu à temps plein. Et si j'avais su à l'époque que c'est le chemin que ça m'aurait fait prendre, je ne t'aurais pas cru. Mais nous voilà, quelques années plus tard. Strix vise à devenir la première marque de beauté masculine, en développant des soins de la peau et des cosmétiques pour hommes. Nous avons commencé en vente directe, puis chez CVS en 2020, chez Nordstrom en 2021 et à l'échelle nationale chez Target en mars dernier. Donc nous mettons un correcteur sur les étagères à côté des rasoirs, des déodorants et d'autres essentiels de soins de la peau. On brise donc certaines barrières et tabous à ce niveau-là. Et aussi nous sommes très actifs sur TikTok, ce qui est entièrement grâce à toi et je dois vraiment te donner tout le crédit du monde pour ça, au moins une fois. Nous avons déjeuné et Aaron a dit « Tu sais, TikTok est assez intéressant. C'est une plateforme de montage et de distribution très puissante. » C'était en novembre 2019 et je suis rentré chez moi en me disant « Bon, je vais traîner un peu sur ce truc TikTok. » Et maintenant, c'est devenu le principal moteur de la croissance de notre entreprise, et de très loin. Nous avons eu environ 120 millions de vues organiques depuis que j'ai commencé. Et ça a tout changé. Donc on peut approfondir n'importe lequel de ces points. Comme tu l'as dit, nous sommes passés dans Shark Tank le 13 mai, un processus fou. Si tu veux approfondir, dis-moi par où commencer. Oui, on parlera de Shark Tank, surtout pour garder le suspense et encourager les gens à écouter. Beaucoup d'interviews demandent aussi commencer, donc on ne veut pas tout répéter. Il y a des aspects spécifiques à ton histoire que je veux m'assurer qu'on aborde. Tu as déjà entendu parler d'Alex Hormozy. Oui. Il a énormément d'excellents cadres d'analyse. Mais l'une des choses qu'il a dites, que j'ai vraiment essayé d'intégrer, c'est que les gens vont acheter une formation en ligne ou essayer de développer un ensemble de compétences précis et ensuite, cela ne se traduira pas immédiatement par du succès. Et ils vont se dire, cette formation n'a pas marché. Alors qu'en réalité, c'était peut-être l'une des choses qui leur manquait, mais il leur manque en fait d'autres éléments avant que tout ne s'emboîte et que ça fonctionne. Et même si, tu sais, je mérite peut-être un tout petit peu de crédit pour t'avoir orienté vers TikTok. D'abord, la réalité, c'est que la base de tout ça, c'est 120 millions de vues organiques et c'est un vrai canal marketing. Ce superbe diagramme de Venn, c'est toi. Tu avais déjà des compétences en production vidéo, en création de contenu, des bases en marketing et de l'expérience à parler aux hommes de leur esthétique, de leur apparence. Et quand tout cela s'est combiné au moteur de création de contenu ultra simple de TikTok et à l'énorme portée organique d'un réseau social en plein essor sur lequel les créateurs ne s'étaient pas encore rués, tu as cette opportunité unique et motivante, j'en suis sûr. Cela fait partie de l'entrée chez ces détaillants, des ventes directes aux consommateurs, de la réussite dans la levée de fonds et du reste. Alors, parle-moi un peu de cette expérience où tu t'es dit, yo, mes compétences et l'opportunité, la chose juste devant toi est presque parfaitement alignée, tu vois. Le diagramme de Venn, c'est comme si les deux cercles étaient presque parfaitement superposés. Qu'est-ce que ça fait?
parce que c'est un peu ce que vivent ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Ce n'est pas vraiment l'adéquation produit-marché, mais je dirais plutôt que c'est comme une adéquation entre l'opportunité de carrière et tes compétences. Ouais, ouais. Je te laisse le soin de relier tout ça d'une manière que je n'avais pas complètement envisagée auparavant. Je crois que même la dernière fois qu'on a parlé, j'ai expliqué que j'ai lancé une chaîne YouTube après avoir suivi un cours de production vidéo au lycée. Et puis en même temps, l'autre chose qui s'est produite avec TikTok et YouTube en particulier, c'est qu'il y a eu une course à l'armement, et il y en a toujours une, pour savoir à quel point tu peux rendre une vidéo soignée. Et ensuite, ça t'emmène dans un aspect très technique de la production vidéo dont je n'ai jamais été vraiment fan. Et TikTok, c'est plutôt du style run and gun. Tu filmes avec la caméra frontale de ton téléphone et tu postes aussi vite que possible. Donc ça a aussi joué en ma faveur à ce niveau-là. Et donc je pense que pour le dernier aussi, laisse-moi faire d'une pierre deux coups en citant Steve Jobs. Tu ne peux pas relier les points en regardant vers l'avenir. Tu ne peux les relier qu'en regardant en arrière. Comme il le dit, tu ne peux pas relier les points en regardant vers l'avenir, seulement en regardant en arrière. Et c'est très vrai. Comme tout ce que j'ai tenté, essayé, échoué, réussi plus ou moins, tout cela a fini par mener à cette chose. Mais c'est aussi une question de saisir l'opportunité. Donc quand je suis rentré chez moi après le déjeuner que nous avons eu, j'ai publié la vidéo. Elle apparaît toujours sur une page TikTok si tu remontes assez loin. Ça prend du temps, mais la toute première vidéo, encore à moitié aboutie, comptait environ 300 000 vues. Et je me suis dit, il y a quelque chose ici. Laisse-moi continuer à creuser. Ensuite, ce n'est pas comme si j'avais tout de suite posté et fait plein de ventes, mais il y avait assez de signaux pour que je me dise « D'accord, j'ai des vues, mais je n'ai pas encore compris comment ça marche. Je prends plus de plaisir à créer du contenu sur cette plateforme que sur YouTube. » Il y a eu beaucoup d'expérimentations. Nos 10 000 ou 15 000 premiers abonnés sont arrivés rapidement. Enfin, je pourrais sans doute retrouver les chiffres quelque part. Il nous a probablement fallu 8 ou 9 mois pour passer de 20 000 à 50 000 abonnés, et puis à chaque fois, il y avait comme un palier. Et ça m'a rappelé quand j'étais nageur au lycée, je devenais plus rapide et je battais mon temps. Puis je passais des semaines sans pouvoir l'améliorer à nouveau. Je n'étais plus à ce niveau-là. Mais c'était juste que si tu continues à persévérer et que tu sais, il y a une mentalité à avoir, il faut en avoir un peu. Et c'est ça qui nous a permis d'en arriver là. Si j'avais abandonné la première fois que j'ai plafonné, je ne serais pas ici. Si j'avais abandonné la deuxième fois que j'ai stagné, et même là, tu sais, on était autour de 175 000 pendant 3 ou 4 mois. Et je me suis dit, je vais juste continuer parce qu'il y a clairement encore quelque chose ici sur la plateforme au sens large, ce qui est aussi intéressant. Qu'en est-il du message des cosmétiques et soins de la peau pour hommes? C'est en partie ce qui t'a attiré comme opportunité. Ensuite, il faut aussi relier cela à la façon dont tu en parles, car ce n'est pas simple. D'autres personnes comme Gary Vee, que nous avons évoqué, voient aussi ce genre de choses arriver. Mais pour la grande majorité des gens, cela reste un changement. Il y a encore une stigmatisation, il y a encore des idées qui empêchent vraiment les gens de s'y faire. Je dirais que c'est l'une des choses qui nous donne un avantage sur TikTok. C'est le côté controversé de ce que nous faisons. Par exemple, je parle à d'autres fondateurs qui dirigent enfin des marques de vêtements ou d'autres marques, et ils n'obtiennent tout simplement pas le même engagement que nous. Pour le meilleur ou pour le pire, je veux dire, les commentaires négatifs que nous recevons sont, je suis sûr que tu en as vu certains, ils sont vraiment dingues. Mais aussi, c'est comme si ça revenait à quelque chose de très personnel, c'était quelque chose que j'ai vécu, et j'ai vu qu'il pouvait y avoir un changement. Et en gros, provoquer le changement que tu veux voir, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me lancer là-dedans. Et donc, à partir de cette histoire de vêtements, c'était comme si je ne trouvais pas de vidéos YouTube que j'avais envie de regarder sur les vêtements que je voulais acheter. Et puis avec ça, c'était, d'accord, il n'y a littéralement aucun autre produit sur le marché qui puisse faire la même chose tout en abaissant la barrière à l'entrée pour les hommes. Alors, comment puis-je saisir cette opportunité ? Et j'ai aussi eu énormément de chance que beaucoup du travail de base, de la conception, de la R&D et tout le reste ait été réalisé par l'équipe fondatrice de Strix. Et ensuite, il m'avait en quelque sorte identifié comme la bonne personne pour la suite, aidé à diffuser le message et vraiment le communiquer d'une manière que, je pense, j'ai plutôt bien su faire passer. Et la controverse est en quelque sorte cette merveilleuse épée à double tranchant, comme tu le dis, d'un point de vue engagement, mais aussi d'un point de vue psychologique. Une communauté, une tribu ne peut être aussi soudée sans un ennemi. C'est comme, tu sais, tout le monde peut finir par se disputer entre eux ou ne pas vraiment s'en soucier ou ne pas être aussi intéressé. Mais quand il y a un ennemi aux portes, on se rassemble et on pointe tous nos lances dans la même direction, faute de meilleures métaphores.
Il y a cet engagement accru car tu reçois plus de commentaires, notamment beaucoup de haine ridicule sur chaque vidéo publiée. Mais c'est aussi le genre de choses que les personnes à qui ça parle remarquent. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est le déclencheur psychologique ici. Oui, il y a ça. Et aussi le fait de parler à d'autres fondateurs voulant faire plus de TikTok. J'avais aussi la peau assez épaisse après avoir été youtubeur pendant 4 ans à ce moment-là, donc je ne prenais aucun des commentaires personnellement, même si c'est tout à fait possible. Ça peut vraiment te faire sombrer. Donc là, je sais, c'est quoi. En ce moment, la carrière numéro 1 que les enfants veulent au collège, c'est d'être youtubeur. Et c'est comme, tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend tant que tu ne t'exposes pas vraiment au grand jour. Donc, une partie pour surmonter tout ça, c'est de comprendre d'où ça vient, le fait que tu ne peux pas vraiment le prendre personnellement. Et puis, tu trouves aussi le bon message là-dedans, celui qui correspond à tout ce que tu essayes de faire. Donc, tu dois aussi, tu sais, naviguer à travers ça. Alors, raconte un peu plus l'histoire de l'entreprise. L'idée initiale, il y avait un premier produit et maintenant tu en es à, je ne sais même pas si c'est une douzaine, ou là où vous en êtes arrivé avec le nombre de produits que vous vendez. Oui, on en a un peu plus de 12 maintenant, mais au lancement de l'entreprise, j'ai fait la première vidéo YouTube, c'était un anti-cerne et une crème hydratante teintée. Car c'était les 2 produits que la plupart des gars utilisaient déjà ou étaient prêts à essayer, mais il n'existait pas d'équivalent pour hommes sur le marché. Je me souviens, dans un dîner du Strip District, j'ai dit « Ceci est un anti-cerne, ceci une crème hydratante teintée ». Tu as dit « Je comprends l'anti-cerne ». Et tu as demandé « Crème hydratante teintée ». Tu sais, mais il y avait un plus grand obstacle à franchir pour comprendre ce que c'était. Ce n'était pas aussi évident à comprendre. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, ça a toujours été une question de mélanger les cosmétiques et les soins de la peau. Donc les produits supplémentaires que nous avons créés répondaient à la fois à ce que nous voyions comme un manque sur le marché, mais aussi à ce que nos clients demandaient. Mon exemple préféré, c'est le gel nettoyant que nous avons. Nous l'avons créé car les gars utilisaient l'anti-cerne, mais ne se lavaient pas le visage le soir ou leur nettoyant n'enlevait pas l'anti-cerne. Donc ils avaient des traces de pigments sur leur oreiller et s'en plaignaient auprès de nous. Et donc c'était comme si on avait créé un problème qu'on devait ensuite résoudre, mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas vraiment, vous voyez. Notre soin pour les yeux est un de nos best-sellers. Beaucoup d'hommes ont des problèmes au niveau des yeux. Ils veulent te régler ça et ils veulent aussi une protection solaire quotidienne. Plus on combine ces 2 aspects, et puisqu'on en parle souvent, de nombreuses entreprises fabriquent le shampoing, savon et eau de Cologne. De nombreux produits pour hommes existent déjà, mais personne ne vise vraiment le maquillage. C'est notre vraie opportunité à saisir, sans se laisser distraire par d'autres catégories de produits plus faciles à lancer. Peux-tu expliquer aux gens à quel point l'industrie des cosmétiques est vaste en général? Parce que, à moins d'être un passionné de business, on ne se rend pas vraiment compte à quel point c'est énorme et à quel point c'est rentable. Oui, donc le secteur des produits de grande consommation est plus grande que la tech. Et les entreprises consédins qui sont rachetées dans ce secteur ont les mêmes multiples, voire des multiples plus élevés que les entreprises technologiques, mais ce n'est pas un secteur aussi nouveau. Je pense que c'est pour ça qu'il n'attire pas autant l'attention. Les grands conglomérats qui détiennent toutes les marques de produits de grande consommation rachètent des entreprises comme les sociétés technologiques. Et je me souviens, j'ai eu cette prise de conscience une fois quand j'étais encore chez First Insight, parce que je crois que c'était quand Muscle Milk a été racheté par Pepsi, où c'était l'une de ces transactions de ce genre, pour environ 250 millions de dollars, et je me suis dit, waouh, tu peux créer une marque alimentaire et la vendre à un grand conglomérat. Et puis dans l'industrie de la beauté, c'est encore plus actif parce qu'il y a tellement de nouvelles innovations dans le secteur de la beauté que les grandes entreprises n'arrivent pas vraiment à proposer de façon authentique. Ils veulent simplement racheter l'entreprise qui l'a fait correctement, comme le déodorant Schmitz, puis l'intégrer à leur groupe. Je sais que tu suis ces gars sur Twitter. Donc Jamie et Chris, ils ont créé Schmitz, qui est un déodorant naturel, ou Mouise avec Native, qu'il a vendu à P&G. Mais oui, l'industrie de la beauté en particulier, je crois qu'elle pèse 35 milliards de dollars. C'est énorme et c'est entièrement féminin. Dans le secteur masculin, les soins personnels pour hommes pèsent environ 5 milliards et affichent la plus forte croissance des biens de consommation courante, ce que j'attribue à la vague de l'ère Mad Men. Comme Mad Men a montré aux hommes que les cravates fines et les beaux costumes, c'est classe ou qu'il faut avoir une belle coupe de cheveux. Ensuite, il y a eu l'ère de la barbe où tout le monde voulait des produits dits pour barbe et l'entretien de la barbe est devenu plus accepté. Maintenant, on est dans l'ère de l'épilation masculine.
Et notre pari, c'est que la prochaine évolution logique, c'est que, d'accord, tu as ta barbe bien entretenue, ta coupe de cheveux au top, tu fais ta routine de soins de la peau, mais peu importe à quel point tu prends soin de ta peau, tu vas quand même avoir un bouton ou une imperfection, et tu as besoin d'une solution instantanée. Et c'est là qu'on essaie de s'intégrer. Et l'autre chose, pour être totalement transparent avec les auditeurs, ma femme et moi, on n'a fait qu'un seul investissement en tant que business angels, et c'était dans Strix. Et la première raison de cette décision, c'est que, tu sais, je n'ai pas l'expérience pour vraiment en parler, mais tous les grands investisseurs business angels disent toujours que tout commence par la personne de l'entrepreneur. Et tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont sur la liste très restreinte de ceux pour qui, peu importe dans quoi tu te lances, je te suis parce que je sais que tu as la discipline, la créativité et l'éthique de travail pour obtenir des résultats vraiment impressionnants. Mais la deuxième chose, en plus du fait que TikTok fonctionne vraiment, c'est que c'est un canal de distribution pour le marketing qui marche vraiment. Je ne veux pas réduire tout le travail acharné qu'il a fallu pour construire cette entreprise à quelque chose de très simple. Mais le concept de cette gamme de produits que vous présentez, c'est qu'on sait déjà que les cosmétiques, c'est énorme. On a ces grandes entreprises de produits de grande consommation, mais aussi la beauté et le luxe sont liés. Tu sais, Bernard, je connais ces énormes conglomérats. Ils rachètent tout simplement les différentes lignes de beauté des Kardashian ou de Rihanna parce que ces trucs-là sont de vraies vaches à lait du moment que les clients affluent, vu la structure des marges. Et dans le choix des produits, le rouge à lèvres, par exemple, n'est sans doute pas pour tout de suite pour le type de cosmétique que les hommes pourraient potentiellement utiliser. Mais l'univers des produits potentiels est déjà lisible. Le travail consiste essentiellement à trouver ceux qui sont les plus pertinents, à les adapter à ce public masculin auquel vous vous adressez. Et tout risque lié au produit est, je ne veux pas dire complètement écarté, mais il est considérablement réduit par rapport à d'autres types de startups. Cela peut concerner des entreprises comme la vôtre, où l'on doute encore de la viabilité du produit ou de la demande sur le marché, ou quelque chose de similaire. Est-ce que ça vous parle dans le sens où, en gros, on regarde cet univers de produits cosmétiques déjà existants pour le marché féminin et on essaie simplement de sélectionner ceux qui conviendraient le mieux à l'audience à laquelle on s'adresse? Oui, parce que le plus gros problème dans le secteur féminin, c'est qu'il est très saturé. Les femmes dépensent beaucoup plus pour leur visage que les hommes ne l'ont jamais fait. L'idée, c'est qu'ils y arriveront, finalement. Mais innover dans le secteur féminin, c'est très difficile parce que chaque produit a déjà été créé. Et dans le secteur masculin, c'est un peu comme un vaste champ ouvert où les produits ont juste besoin de quelques ajustements particuliers pour les adapter aux hommes, que ce soit en tenant compte de la peau plus grasse des hommes ou du fait qu'ils n'ont pas de routine beauté. On ne peut pas supposer qu'un homme ait un beauty blender et une poudre fixatrice. Il y a beaucoup de petits ajustements de formulation à faire, mais on sait que les hommes empruntent déjà des produits à leurs femmes, à leurs copines ou à leurs partenaires. Et ils veulent une marque qui leur parle et un produit un peu plus adapté à eux. Et donc oui, il y a tellement d'opportunités faciles dans ce domaine que je trouve curieux que personne ne s'y soit encore attaqué. C'est justement là que se trouve l'opportunité de créer la marque de référence dans ce domaine. Penses-tu qu'une partie de la raison vient simplement du fait qu'en général, chacun se voit davantage lui-même? Avant, tu ne te voyais que dans le miroir le matin ou en passant devant une fenêtre pour vérifier que tu n'avais pas de boue sur tes vêtements. Et maintenant, tu sais, on est en appel à distance en ce moment. Les gens ont l'habitude de se voir sur Zoom, de se voir dans une story Instagram ou sur FaceTime ou autre. Il y a simplement une attention accrue portée à son apparence. Est-ce que tu vois ça comme un facteur principal? Oui, c'est davantage une conscience de soi, pas seulement une histoire d'appel Zoom. C'est comme quand tu déjeunes avec des amis, tout finit sur Instagram. On dirait que tout le monde est filmé, et maintenant les caméras sont excellentes, plus comme celles des anciens téléphones de mauvaise qualité. C'est comme si tu te voyais beaucoup plus qu'avant. Mais on comprend aussi mieux aujourd'hui qu'on peut agir là-dessus. Et c'est comme beaucoup de commentaires qu'on reçoit, ils disent « c'est quoi un correcteur ?» Genre, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ou alors, c'est comme « tu es en train de me dire que je peux cacher mes cernes sous les yeux. Dis-moi plus à ce sujet. » Et il y a tout simplement un manque de sensibilisation et d'éducation pour les hommes dans ce domaine, que j'ai moi-même constaté. C'est en partie pourquoi les réseaux sociaux sont si importants. Tu peux expliquer ces choses et laisser le choix. On ne dit pas d'utiliser ces produits, mais beaucoup en ont envie sans savoir que ça existe. L'autre point, c'est qu'ils ont déjà utilisé ces produits.
Souvent, on entend « Mec, j'ai eu un œil au beurre noir pour la photo de classe. Ma mère m'a mis de l'anti-cerne. Ce truc est incroyable. » Et c'est ça, beaucoup de mecs ont vécu ça, que ce soit grâce à une partenaire ou autre chose. Et le fait d'adapter ça spécialement pour les hommes, c'est vraiment ce qui a ouvert la voie. D'accord. On va bientôt parler de Shark Tank, mais d'abord, tu as mentionné CBS, Nordstrom, Target. Et quel était le quatrième détaillant dans lequel vous étiez? On est aussi dans quelques autres petits magasins, mais ce sont vraiment les principaux. Les gros joueurs. Tu peux en parler? C'était vraiment une autre époque, mais quand la vague de la vente directe aux consommateurs a commencé et qu'on a vu certaines de ces premières entreprises comme Casper obtenir des financements, il y avait cette idée que c'était un tout nouveau paradigme. Les gens iraient sur ton site, commanderaient, tu expédierais, plus besoin de boutique ou de présence physique. Et aujourd'hui, tu entres chez Target et il y a une tête de gondole pour toutes ces entreprises DTC dans leurs sections respectives chez Target pour toucher plus d'acheteurs potentiels. Franchement, je ne compte même plus combien de fois je suis allé chez Target ces derniers mois pour des choses dont nous avions besoin. Alors, peux-tu parler spécifiquement du mode d'emploi pour une jeune entreprise de produits de grande consommation afin de gagner une place ou de payer pour une place ou de gagner en pertinence chez certains de ces grands distributeurs? Et simplement expliquer quel est ce processus étape par étape, de l'entrée et la prise de contact jusqu'à générer du trafic en magasin et obtenir les ventes nécessaires pour renforcer sa présence chez ses distributeurs. Oui. Donc le DTC a rapidement été associé à un nouveau modèle économique alors qu'en réalité c'est un modèle de distribution. Mais oui, tu as raison, il y a eu toute une époque de marques. Je pense que tu pourrais retrouver des citations de Warby Parker ou d'autres marques DTC affirmant « Nous ne serons jamais en magasin physique ». Leur discours a changé. Mais utiliser le DTC comme moyen de se lancer, c'est que la barrière à l'entrée est très basse. Tu peux ouvrir une boutique sur Shopify très facilement, construire une marque et ensuite prouver le concept. Mais au final, la pénétration du e-commerce est d'environ 30%, non? Plus ou moins selon la situation actuelle. Je pense qu'en ce moment, ça se contracte, tu sais, pour des raisons macroéconomiques. Donc tu ne peux atteindre que 30% des consommateurs qui vont acheter en ligne, 70% du commerce de détail se fait encore dans des magasins physiques traditionnels. Et donc c'est un peu la thèse qui explique pourquoi nous nous sommes lancés tôt. L'autre aspect concerne notre produit et notre catégorie. Nous estimons qu'il faut être présent dans ces magasins, aux côtés des marques établies, pour montrer que les hommes peuvent les utiliser. Il y a un tabou à briser, c'est pourquoi nous sommes dans le rayon homme, et non dans le rayon beauté. Mais pour entrer dans la grande distribution, c'est très difficile. Tout le monde veut être dans la grande distribution. Donc il y a des acheteurs dans ces entreprises dont le seul travail est d'évaluer de nouveaux produits, de nouvelles marques, et de voir ce qui existe sur le marché. Je dirais qu'il n'y a que 1% des marques qui sont sélectionnées, non? Avec une croissance rapide, un distributeur vous contactera. On adore ce que vous faites, venez chez nous. Le reste dépend des relations et des ventes. Et ça fait partie de ce que j'appelle relier les points. Mon expérience en développement commercial et en vente chez First Insight a complètement façonné la façon dont j'ai vendu Strix à des distributeurs et à des investisseurs. Et donc avec CVS en particulier, ils ont regardé Target et se sont dit « Target fait venir des marques sympas. Ils attirent à de nouveaux consommateurs, des consommateurs plus jeunes. Comment pouvons-nous faire la même chose de notre côté ?» Et donc ça nous a facilité la tâche parce que nous étions aussi... rien de tout cela n'est facile, mais notre positionnement, parce qu'il faut aussi se positionner auprès du distributeur, vous pouvez ajouter une autre huile à barbe ou un rasoir dans vos rayons, mais cela ne fait pas grandir la catégorie. Nous plaçons par exemple notre produit à côté des autres similaires. Nous avons assez de données clients pour prouver leur présence dans votre magasin. Et donc voilà, c'est une façon de faire croître la catégorie. Vous faites grandir l'ensemble du marché. Vous devez donc définir votre discours au détaillant pour expliquer comment vous apporterez cette valeur unique. L'une des marques avec laquelle je me suis rapproché est Quip. Et ce qu'ils ont dit à Target, c'est que quelque chose comme 80% des acheteurs de la brosse à dents électrique de Quip venaient de brosses à dents classiques non électriques. Et donc, ils ont pu aller voir Target et dire « Vous savez, si nous captons 30% des acheteurs de brosses à dents qui venaient en Antwerp pour une brosse à dents non électrique, nous pouvons les convertir. Nous montrons que nous pouvons les convertir. Et nous allons, vous savez, vos marges et vos revenus de vente peuvent être bien plus élevés parce que ce sont ces clients qui viennent acheter chez nous en ligne. » Et ils ont eu énormément de succès chez Target grâce à ce positionnement.
Donc il s'agit vraiment de comprendre quelles sont les initiatives des détaillants et comment vous pouvez ensuite les compléter, les enrichir et les intégrer. Une partie concerne l'attraction sur vos ventes en direct sur votre site web. Ou si vous avez, vous savez, des magasins plus petits, surtout dans l'alimentaire, il est très courant d'aller dans des petites boutiques locales, puis vous pouvez commencer à vous faire une place chez Whole Foods et dans les plus grandes enseignes de ce type. Au final, je dis toujours que c'est comme garder le sourire et passer des appels. Il faut trouver le bon acheteur prêt à vous donner une chance. Il ne faut pas abandonner car de nombreuses marques postulent 3, 4, 5 fois. Ce n'est parfois juste pas le bon moment. Et il faut simplement continuer à construire et à grandir, puis revenir et ce sera le bon moment. Donc, la constance et les efforts les sont à la base de toute tentative de vente, mais je veux vraiment essayer de revenir sur certaines des choses que tu as dites, et tu peux me corriger si je me trompe sur l'un de ces points, parce que je parle aussi à des gens qui veulent vendre, ils veulent devenir de meilleurs vendeurs. Mais tu sais, est-ce que j'ai les bons arguments? Est-ce que je connais vraiment les leviers qui font avancer les choses? Donc, l'un d'eux, c'est que si tu peux simplement prouver les ventes d'une manière ou d'une autre. Et on était dans cette petite boutique et on a tout vendu, où on a eu de très bons chiffres. Deuxièmement, nous avons cette thèse sur la façon dont nous vous apportons de la valeur. Nous comprenons très bien vos enjeux de distributeur et vos objectifs, et nous savons qu'il ne s'agit pas simplement de dire on aimerait que notre produit soit vendu chez vous, mais plutôt cela vous aiderait à atteindre l'objectif X, Y ou B. Et puis, une fois que tu es vraiment entré, ce sera toujours une sorte de test en série limitée en allant jusqu'au bout et en disant voilà la thèse que nous avions, voilà le résultat. Et ça va vraiment dépendre de chaque produit parce que parfois, il s'agit, tu sais, de mieux capitaliser sur l'acheteur moyen de brosse à dents. Et dans d'autres cas, personne ne vient acheter 3 rasoirs différents, mais il y aura des gens qui achèteront un rasoir, un anti-cerne Strix. Oui, exactement. Tout cela réuni a fait de vous une candidature idéale pour Shark Tank. Racontez-nous un peu l'histoire de comment tout cela s'est mis en place, puis nous pourrons parler de l'accord que vous avez conclu. Oui, ce qui est assez fou, c'est que quand nous avons entamé le processus Shark Tank, nous n'étions pas encore chez Target. En fait, la même semaine où nous avons eu notre premier appel avec Target, nous avons aussi eu notre premier appel avec les producteurs de Shark Tank. Donc ces deux choses se sont toujours déroulées en parallèle. Et c'était fou que ça arrive comme ça. Elles se sont concrétisées presque simultanément. Oui, nous avons été mis en contact avec un producteur. Contrairement aux détaillants, Shark Tank contacte de nombreuses entreprises. Shark Tank, je veux dire, leur objectif ultime est de remplir leur pipeline avec des entreprises, des produits et des fondateurs intéressants et cool, puis de les réduire à une sélection vraiment solide. Je connais de nombreuses entreprises contactées par Shark Tank, mais aussi beaucoup qui passent simplement par le site web comme nous. Tu postules sur le site, présentes ton projet et espères qu'on te rappelle. Beaucoup d'entreprises reçoivent ce coup de fil. Ensuite, tu suis un vrai processus. Tu prépares une bande démo, puis tu es approuvé. Et ensuite, tu passes à l'étape avec les producteurs, tu affines ton pitch. Et finalement, tu arrives au tournage. Et ce qui est fou, c'est qu'environ 20 à 25% des pitchs filmés ne voient jamais le jour. Je connais 4 autres entreprises qui ont filmé cette saison et dont l'épisode n'a jamais vu le jour. Et donc, il y a toutes sortes d'étapes où tu pourrais ne jamais arriver jusqu'au tournage, ou ne jamais voir ton épisode diffusé. De nombreuses entreprises sont filmées sans jamais apparaître dans l'épisode. Oui, il y a donc plusieurs étapes où ton épisode pourrait ne jamais être diffusé, et ils le précisent moins bien. Comme ils disent, en gros, tant que tu n'es pas en train de passer ces portes à la télévision nationale, il n'y a aucune garantie que ton épisode sera diffusé. Il y a beaucoup de monde car il y a beaucoup de travail, surtout des tâches administratives et de la paperasse pour participer. Certaines entreprises suivent tout ce processus et sont frustrées car leur épisode n'est jamais diffusé. Je suis d'accord. Parlons-en. Il faut rendre la présentation divertissante en plus d'avoir un bon produit. Ça aide probablement soit à conclure une très bonne affaire, soit à se faire rejeter par tout le monde d'une manière vraiment fascinante. Alors, tu sais, dis-nous quelle était ta stratégie en y allant, comment tu as pensé à te préparer pour quelque chose comme ça. J'ai entendu dire, tu sais, qu'en fait, tu enregistres pendant plus d'1 heure pour que ce soit ensuite condensé en quelques moments forts qu'ils vont vraiment diffuser. Alors, comment c'était? Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le but de l'émission est de faire en sorte que les investisseurs aient vraiment l'air excellent. Tout le reste vise cet objectif, présenter les produits, les entrepreneurs. Mais le but de l'émission est surtout de valoriser les investisseurs.
En se préparant, la seule chose, c'est qu'on filme environ 1 heure. La seule chose qui est écrite à l'avance, c'est ces 30 ou 60 premières secondes, tu vois. C'est le pitch, et ensuite c'est totalement libre. Et heureusement, on avait déjà levé des fonds auparavant, donc on était déjà passé par ces réunions. Mais la différence avec Shark Tank, c'est que chaque question à laquelle on voulait répondre, on devait essentiellement répondre d'abord au public, ensuite aux investisseurs de l'émission, puis à d'autres investisseurs. Donc quand on réfléchissait à la façon dont on allait se répondre à certaines des questions qu'on reçoit habituellement, c'était comment répondre pour que ça réponde d'abord au public qui regarde, parce que ce sont eux qui sont finalement les plus importants dans l'émission. Et puis il faut aussi répondre à la question du requin. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a 5 grandes personnalités dans la pièce qui essaient toutes de faire une bonne émission. Donc ils essaient tous de parler en même temps, de t'interrompre, de voir si tu sais réagir sur le moment. Donc tu dois un peu choisir à qui tu vas répondre et à quel moment. Beaucoup de choses ont été coupées au montage, notamment toute la partie où on n'a pas répondu à la question sur le chiffre d'affaires pendant 20 minutes. Kevin était tout rouge, se demandant ce qui se passait. C'est pour ça que dans notre épisode, Robert dit « Je le savais », parce qu'on continuait d'ignorer Kevin. Il répétait « chiffre d'affaires ». Puis Damon aussi disait « chiffre d'affaires ». Et quand on a enfin répondu, ils ont tous dit « d'accord ». Et ils ont dit « ça a du sens ». Il faut toujours se demander comment rendre ça le plus divertissant possible. C'est important, car c'est ce qu'ils veulent, tu sais, ils veulent une super émission télé. Encore une fois, ça aide d'avoir des années et des années d'expérience dans la création de contenu pour aborder ça, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Je plaisante souvent avec les gens, je passe mes journées à parler à une caméra, donc c'est agréable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler. Oui, pour discuter avec quelqu'un. Donc, tu as conclu un accord avec Robert Herjavec. J'essaie de prononcer son nom, mais j'ai encore un blocage. Alors, quel a été le résultat jusqu'à présent? Donc, tu sais, l'un des problèmes pour ces entreprises qui ne passent pas dans l'émission, c'est qu'elles ne bénéficient pas de la hausse des ventes qui accompagne généralement l'afflux de visiteurs sur le site après la diffusion de l'émission. Mais tu as aussi un investisseur de l'émission à ton capital, tu as de nouveaux capitaux à investir. À quoi ça ressemble? Oui, ils ont même coupé des parties des négociations que je trouvais divertissantes. On dirait qu'ils encouragent ça. Au final, Robert n'a pas tenu certaines de ses promesses. Je ne sais pas quoi dire de plus à ce sujet. Mais non, nous avons fait grandir l'entreprise. Nous avons arrêté de brûler du cash et nous avons décroché Target, tout cela sans aide supplémentaire. Nous aimerions beaucoup l'avoir à bord parce que je sais qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. Mais au final, oui, ça n'a tout simplement pas été l'un des facteurs qui ont mené à la croissance, ce qui est rassurant et enthousiasmant. Mais aussi, vous savez, peut-être qu'on serait allé plus vite si on avait eu des fonds supplémentaires et des conseils en plus. Mais je pense que c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et quand l'émission a été diffusée, est-ce que vous avez vu une augmentation folle du trafic sur le site web, sur le compte TikTok? À quoi ça ressemblait? Oui, ce qui est assez fou, c'est que nous étions sur une liste pour le premier trimestre des marques DTC à la croissance la plus rapide, suivie par SimilarWeb, et cela s'est terminé en mars. Donc je suis vraiment curieux de savoir si on va atteindre ce niveau à nouveau, mais au deuxième trimestre parce que oui, le trafic sur le site était fou. On n'a jamais été proche d'avoir autant de sessions simultanées parce que dès qu'on est entré dans le tank, n'est-ce pas? Tu as vite remarqué le pic grâce à nos logos sur les chemises, donc les gens l'ont recherché sur Google. Et ce qui est aussi intéressant, parce que je sais que d'autres fondateurs ont participé aux saisons précédentes, c'est qu'avec le streaming qui est tellement répandu maintenant, ce n'est plus seulement ce rendez-vous du vendredi soir à 20h, c'est une fois que ça arrive sur Hulu 24 heures plus tard, puis le samedi, puis le dimanche. Et tu vois, je reçois encore des messages aujourd'hui de gens qui me disent « Je viens juste de regarder ton épisode ». Donc c'est comme si... Puisque le visionnage à la demande est devenu si courant maintenant, tu sais, les gens vont découvrir Shark Tank tout au long de la semaine. Et donc je pense qu'avant c'était vraiment intense pendant ce segment de 2 heures, quand l'épisode passait, mais maintenant c'est un peu étalé sur plusieurs jours, ce que je trouve super. On a clairement vu que ça continue. Et au final, on a atteint un nouveau niveau de revenu quotidien depuis Shark Tank et j'espère vraiment que ça ne va pas ralentir. C'est vraiment super. Mais en même temps, j'ai aussi eu 3 vidéos différentes qui ont dépassé le 1 million de vues ce même week-end. Donc c'est comme si tout montait en flèche et c'est fou d'essayer de maintenir cette dynamique. Et tu sais, on a embauché un responsable de la croissance en janvier.
Une partie de la consigne était on fait décoller TikTok ici, mais il faut aussi que d'autres choses marchent, car toute notre attention est sur cette plateforme. Et on a vu ça pour la première fois en mars, où, tu sais, on a eu une vidéo virale en mars et on a eu cette longue traîne qu'on n'avait jamais eue sur nos TikTok auparavant. Et c'est la même chose avec Shark Tank, où c'est comme, d'accord, tu sais que Shark Tank va générer énormément de trafic, mais comment est-ce qu'on peut ensuite utiliser ça pour dynamiser tous les autres canaux ? C'est comme, on veut s'assurer que si les gens cherchent sur Google ce qu'ils ont vu, s'ils cherchent sur Google correcteur Shark Tank pour hommes, il faut absolument qu'on apparaisse dans les résultats. Comment utiliser le passage dans Shark Tank pour en tirer un maximum de preuves sociales ? C'est aussi un autre aspect sur lequel on s'appuie. Oui, l'un des autres points, je veux dire, c'était judicieux d'avoir cette personne chargée de la croissance, prête à intervenir, et je serais curieux d'en savoir plus sur la façon dont tu évalues quelqu'un pour ce type de poste. Mais l'autre chose qui me vient à l'esprit, où tu pourrais voir ce genre d'élan se poursuivre à l'avenir, c'est un peu comme l'effet Volkswagen. Tu sais, quand on dit que tu achètes une Volkswagen et tout à coup tu remarques toutes les autres Volkswagen sur la route avec toi. Et dans le même ordre d'idée, si tu as, tu sais, une présence chez Target, CVS, Nordstrom, quelqu'un qui autrement passerait à côté sans s'arrêter. Et ça ferait simplement partie de cette masse de choses qui traversent ton champ visuel sans que tu les remarques consciemment. Ta capacité à te démarquer auprès d'eux au milieu de cette masse, justement parce qu'ils vous ont écouté et présenté votre projet. Le fait d'être passé 8 minutes à l'émission Shark Tank crée potentiellement un peu plus de cet élan maintenant et à l'avenir. Parce que quelqu'un peut regarder ça puis revenir quelques semaines plus tard et le revoir. Et ça, tu sais, peut-être que ça se traduit par des ventes ou peut-être que ça les amène à en parler à quelqu'un et ainsi de suite. Oui, je pense que c'est l'une des plus grandes leçons. Il y a eu beaucoup de moments décisifs dans l'entreprise où on se disait « D'accord, si on fait ça, on en sera là ou on accomplira ceci ». Et tu veux que tout soit la solution miracle, n'est-ce pas ? C'est comme on va passer dans Shark Tank et puis boum, ce sera parti pour de bon. Mais en réalité, ça n'existe pas vraiment, ces choses-là. Chaque chose est simplement une étape de plus. Même quand on est entré chez CVS, on se disait, tu sais, on va entrer chez CVS et puis boum, tu sais, on va tripler la taille de l'entreprise ou il va se passer quelque chose d'énorme à partir de là. Non, on est entré chez CVS et ça s'est bien vendu, puis tu continues, mais le vrai travail commence alors. Et c'était exactement pareil avec Shark Tank, où on a fait tout ce travail pour arriver à Shark Tank et atteindre la date de diffusion. Mais ensuite, le vrai travail commence, marquant une nouvelle étape du processus. Et comme toujours, je pense que tout le monde cherche cette solution miracle, mais en réalité, il s'agit simplement de continuer à investir du temps et des efforts à partir de là. Ouais. Eh bien, c'est exactement le genre de leçon ou d'idée parfaite pour conclure ici, John. Y a-t-il autre chose que tu aimerais partager aujourd'hui et que je ne t'ai pas donné l'occasion d'aborder avant qu'on pose les 2 dernières questions? Non, je crois que je l'ai dit lors du dernier épisode, c'est que, écoute, j'écoute ces épisodes chaque semaine. J'ai l'impression d'être l'un des auditeurs les plus assidus du podcast. Je pense que tu fais un excellent travail. Et je pense que ta capacité à dénicher des personnes intéressantes que je n'ai pas encore entendues, parce que j'ai l'impression de voir souvent les mêmes personnes dans certains circuits de podcast, mais ta capacité à les trouver et aussi à poser des questions vraiment pertinentes, c'est ce qui me donne envie de revenir à chaque fois. Donc un grand bravo public à toi pour ta persévérance. C'est très gentil de ta part, merci. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Strix et suivre vos activités, où peut-on les retrouver en ligne pour en savoir plus? C'est Strix official partout. Et oui, on fait le plus de choses sur TikTok. Et puis on essaye de s'améliorer un peu pour publier des choses sur LinkedIn, simplement parce qu'il se passe des trucs sympas. Donc oui, Strix official à peu près partout. Une des autres choses dont je voulais te parler avant qu'on passe au défi ici, c'est que au début de la vie de Strix, une des valeurs de l'entreprise était la subtilité, je crois, ou peut-être que ce n'est pas exactement le bon mot, discrete. Tu sais, c'est le principe de camoufler quelques imperfections sur ton visage. Et donc, il y avait cette sorte de tension étrange entre l'envie de tout raconter à tout le monde sur ce que tu fais et le fait de devoir garder une certaine discrétion sur les détails de l'entreprise. Évidemment, on en a parlé dans une question un peu plus tôt, mais est-ce que c'est toujours une valeur? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui a été un peu abandonné? Comment abordes-tu cela pour construire une marque? Oui, c'est probablement ce qui me met le plus mal à l'aise parce que je suis aussi comme ça personnellement. Et passer du temps à publier des choses sur LinkedIn et à se vanter humblement ou pas si humblement, c'est vraiment très inconfortable. Et donc c'est en partie pour cette raison que la discrétion est une valeur de la marque, car elle vient vraiment des fondateurs, et mes cofondateurs sont pareils aussi. Et oui, même la façon dont on fait les choses, on n'a jamais vraiment annoncé de levée de fonds parce que ça ne nous fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer l'entreprise ou la mission.
Et donc, mais oui, avec tous nos produits, hein, tu sais, la nature discrète demeure. Mais il y a cette sorte de tension où tu dois annoncer ces choses et tu dois en parler très publiquement. Mais en même temps, comment garder la tête baissée et continuer à bosser dessus? Donc oui, c'est clairement un des équilibres qu'on cherche toujours dans l'entreprise. Eh bien, nous allons mettre tous les liens vers Strix ici dans les notes de l'émission, disponibles sur l'application de podcast ou sur goingdeepwithdarren.com podcast pour chaque épisode. Mais avant de vous laisser partir, John, j'aimerais vous donner le micro une dernière fois pour lancer un défi à notre audience. Je pense que vous devriez tenter quelque chose de nouveau qui vous met mal à l'aise, comme les gars qui essaient ton lentille-cerne. Mais vous savez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse depuis un moment, il faut faire ce petit saut et essayer. Parce que pour moi, c'était TikTok. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'ai faites ces dernières années qui ont été comme ça. Mais vous savez, on progresse dans l'inconfort. Et si vous ne faites pas l'effort de le faire plus souvent, je pense que vous serez surpris des résultats que vous verrez. Oui, comme je l'ai déjà mentionné il y a quelques épisodes, nous venons d'embaucher quelqu'un pour les opérations. C'était très inconfortable pour moi car toutes les précédentes embauches pour Piper concernaient uniquement des monteurs vidéo. Et c'était très cadré dans un autre sens du terme, où je savais ce qu'il fallait pour être un bon monteur. Je savais à peu près comment évaluer s'ils étaient bons ou non. Mais pour ce qui est de l'opérationnel, je me disais, je n'ai pas vraiment de définition claire des choses à faire parce que je suis complètement dispersé sur le plan administratif. Et jusqu'à présent, ça a été un défi merveilleusement bénéfique qui m'a clairement poussé hors de ma zone de confort, mais qui a déjà apporté des choses positives. Donc j'adore ce défi. Et je pense que tout le monde devrait le relever. Ouais, ça peut être embaucher quelqu'un ou simplement courir un peu plus loin demain. C'est juste, accepte d'être mal à l'aise. Amen à ça. John, ça a été fantastique. Merci d'être venu dans l'émission, mec. Félicitations pour le bébé. Je ne l'avais pas dit non plus. C'est super de te voir évoluer comme père. Merci. Nous venons d'échanger avec John Shanahan. J'espère que vous êtes là. Passez une excellente journée. Merci d'avoir suivi mon entretien avec John. Si vous avez trouvé cela instructif et que vous souhaitez obtenir plus d'informations de sa part, notamment sur la façon dont il a construit sa chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés, regardez notre précédent entretien d'il y a quelques années, juste au moment où il était sur le point de fonder Strix, où nous avons parlé de sa chaîne YouTube, The Cavalier,